Bienvenue dans Tam Tam Parleur pour analyser la fin de la deuxième journée de la phase de groupe. Les cartes sont rebattues. Vous l'avez vu, l'Afrique du Sud a humilié la Namibie. La dernière journée qui s'étalera jusqu'à mercredi promet d'être bouillante et les deux derniers jours l'ont déjà été. 19 buts ont été marqués depuis hier. C'est quand même assez important. On va décrypter tout ça avec Brakissa Komara, Anthony Plat, Tony Dalmeida et Sébastien Basson. Brakissa, on y va tout de suite avec le match qui vient de se terminer. Un carton pour les Bafana Bafana. Et effectivement, David, un carton, c'est ce qui s'est passé lors de cette première période. Tout d'abord, avec l'ouverture du score de Percy Tau sur penalty. Il y a eu un penalty, Anthony, ouais. Et il ne s'est pas loupé cette fois-ci. Non, il ne s'est pas loupé comme lors du dernier match. Et je pense que c'est une très bonne chose pour un joueur de revenir et de marquer à nouveau. Donc cette fois-ci, le prochain penalty, il aura peut-être un peu plus de confiance et c'est vraiment ce qui a lancé les Bafana Bafana qui avaient subi une grosse occasion précédemment. Puis il y a eu donc on revoit encore le penalty là, Puis il y a eu donc un deuxième but inscrit par les Bafana Bafana. Cette fois-ci, c'est Temba Zoué qui a inscrit ce but. Oui, et puis je voulais parler aussi du passeur décisif, notamment Morena, qui faisait partie des changements dans le 11 de départ. Je pense qu'il a beaucoup pesé sur ce côté droit, la passe est belle, la reprise est spontanée. C'est un beau but qui est inscrit par un garçon qui marque très peu en club, mais qui marque beaucoup plus en sélection nationale. Tony, qu'est-ce que vous pensez de ce premier but de Zouané? C'est un beau but, on l'a dit tout à l'heure, surtout le plat du pied qui permet de contrôler, de maîtriser la trajectoire de la balle. Et puis le centre arrivait fort, il se devait de s'appliquer, ses appuis étaient bien posés, ça a fait but tout simplement. Alors Zouané, toujours lui, qui inscrit finalement un doublé en fin de première période. On va voir ce but, Sébastien. Il a mis un doublé, c'était encore une fois, comme je l'ai dit, sur une perte de balle, enchaînement très très fort. Très fort. Il lui ouvre un peu la porte, le défenseur. Après voilà, il lui ouvre un peu la porte. Dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a un but marqué, il y a toujours des erreurs quelque part. Il y en a eu beaucoup quand même du côté de la Namibie. Il y a eu beaucoup d'erreurs aujourd'hui. La Namibie, je pense qu'ils ont rendu le match assez facile aux Bafana Bafana. Pour rien enlever, il faut rien enlever la prestation des Bafana Bafana. Mais aujourd'hui, là, on a vu les limites, je pense, de l'équipe namibienne qui jusque-là avait fait une très très belle prestation lors du premier match, mais enchaîner des matchs au même niveau, c'est là où on voit que c'est difficile. Et c'est sûr que Zouané met un très beau but d'une dextérité énorme, mais c'est un peu poussé par la léthargie et la facilité dans la défense namibienne. Et en seconde période, cette fois-ci toujours du côté des Bafana Bafana, c'est Tapelo Maseko qui inscrit le 4e but. Tony. Oui, un 4e but que l'on peut encore peut-être imputer au gardien de but. C'est vrai que la frappe était puissante, mais c'était encore un caviar de la défense namibienne parce qu'ils n'étaient pas bien alignés, ils se croyaient alignés, ils n'étaient pas bien alignés. Et puis Maseko a tenté sa chance du pied gauche, il a frappé très fort, il a fermé les yeux et le gardien n'a pas su maîtriser la balle, il n'a fait que ralentir et puis la balle est allée au fond. C'était un but typiquement sud-africain, les flèches qu'on lance en avant et puis ça fait but à la fin. Dommage pour la Namibie qui était un peu trop naïve au plan défensif. Anthony, vous en pensez quoi, vous, de ce but? Moi, je pense que ce but, il est mérité. Il est peut-être un petit peu, on va dire, chanceux, entre guillemets, puisque le gardien commet une erreur. Mais plusieurs fois dans cette deuxième mi-temps, la défense namibienne, s'est fait surprendre dans son dos sur des longs ballons des Sud-Africains avec ces garçons qui vont extrêmement vite. On a vu aussi les Mamelodi Sundowns gagner le titre la saison passée un petit peu dans le même schéma. Donc pour la Namibie, c'est retour à la case départ, malheureusement pour eux, et les Bafana Bafana sont enfin lancés dans cette compétition. Merci pour vos analyses. 4-0, c'est un carton. Il me semble, les amis, que c'est le plus grand écart qu'on ait vu depuis le début de cette compétition. Percy Tau, le tireur de pénalty, en direct avec Henri Akodo à Korogo. Ok. Hi, Percy Tau. You had an excellent match today. More aggressivity. Bonsoir, vous avez une bonne équipe aujourd'hui, plus agressive, plus d'opportunités. C'était un match difficile. On savait qu'on devait être fort. Et on est content de gagner le match sans concéder de but. Mali,
you missed a penalty. Contre le Mali, vous avez manqué un penalty. Mais aujourd'hui, vous avez pris vos responsabilités. Quelle mentalité? La dernière fois, le penalty aurait pu changer tout le match, mais je suis content aujourd'hui de ce qui s'est passé. On te doit d'être fort dans ces moments-là. Félicitations. Alors, on est en live, en direct. On va regarder si Henri Akodo a un autre invité. Eh bien, c'est le cas. C'est à vous, Henri. Vous gardez la main. Morena, good match today. Bon match aujourd'hui. You give the pass. Tu as fait une passe. You cause the penalty. What match? First of all, I'd like to thank the coach and my teammates and. Tout d'abord, j'aimerais remercier le coach, mes coéquipiers et tous les Sud-Africains à la maison. And yeah, that's what we've been working on, and we've definitely done that. Tell me your moral against Tunisia. No, I think we're going to take each day as it comes, and we're going to focus on what we have to do on Wednesday. And yeah, we're going to take it from where we left off to the Wednesday game. Et on va pas trop penser à ça, mais on va se préparer pour le match de mercredi. Et c'est vrai que, merci beaucoup Henri Akodo, c'est vrai Tony que ça va être une affiche qui pourra être intéressante, hein. On reverra le classement, mais rien n'est encore vraiment décidé dans ce groupe. Non, dans ce groupe, rien n'est encore décidé. Hier, je le disais que c'est ce match Namibie-Afrique du Sud qui va donner la physionomie de ce groupe. Et là, rien n'est encore joué. La Namibie est dernière, mais elle a 3 points. La Tunisie est dernière, la Tunisie a 1 point moins 1, la Namibie est 3e, mais elle a 3 points moins 3. L'Afrique du Sud se replace, le Mali est première, mais rien n'est encore joué, surtout que le dernier match il veut le tableau, hein, Tony, parce que sinon on se perd avec tous ces chiffres. Sans la calculatrice. Ouais, le mathématicien, on va avoir besoin en appui du tableau, hein. Tony, il est là, voilà. On vous écoute. Voilà, la Tunisie a 1 point, la Namibie 3 points, l'Afrique du Sud 3 points, le Mali première avec 4 points. Et le match Afrique du Sud-Tunisie sera un très grand match à suivre de près, parce que c'est un remake d'une finale, hein, de 1996 où l'Afrique du Sud a gagné son premier titre face à la Tunisie, qui était détentrice du titre à l'époque, qui l'a gagné en 1994. Mais quand on regarde le tableau, les amis, les 2 matchs vont être intéressants. Là, c'est le money time, Anthony. Ah oui, complètement. Il y a de l'enjeu partout. Il ne faut pas oublier ce fameux meilleur 3e aussi qui peut venir jouer son rôle. Non, moi, je suis très content. Que les 4 meilleurs 3e sur les 6 groupes seront repêchés pour les 8e. Seront repêchés, exactement. Et c'est vrai qu'on regarde toujours cette donne. Est-ce qu'avec 3 points, on peut passer? Bon, déjà, il ne faut pas se prendre une défaite avec énormément d'écart. Et il faut une infime chance vraiment pour avoir la qualification avec les 3 points. Là, ça va jouer sûrement sur 4 points. Bon, toutes ces nations, je pense qu'elles n'ont pas le choix. Il faut jouer pour gagner. Et c'est comme ça que les Comores étaient passés récemment. Oui, c'est comme ça que les Comores étaient passés, et à la surprise générale d'ailleurs. Et bon, je crois que l'histoire fera peut-être se répéter. En tout cas, il y aura une équipe qui va passer par la petite porte et qui va peut-être gagner après le titre, qui sait. On va écouter Hugo Bross, le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Bonsoir, coach Hugo Bross. Bonsoir. Solide prestation de Bafana d'Afrique du Sud. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense surtout l'analyse de l'adversaire d'aujourd'hui. On a vu le match contre la Tunisie, on a bien analysé. Et on savait qu'ils étaient très dangereux avec les ballons à profondeur. Donc on s'est entraîné là-dessus, et on avait aussi vu, comment dirais-je, les points faibles de l'équipe que nous avons utilisés aujourd'hui, et je pense que l'Afrique du Sud a fait un très bon match. Alors un coup de tactique de votre part, Maseko qui sort, Morena qui rentre, et fait un excellent match. Oui, certainement. Mais enfin, toute l'équipe fait un bon match. Je pense que tout le monde était conscient qu'il fallait gagner aujourd'hui pour avoir encore nos chances de passer la phase de groupe. Et ce qu'on a fait, on a joué un match dur à certains moments, mais il fallait aussi. Et avec du beau football à certains moments. Et surtout très discipliné. Et surtout de cette dernière chose, la discipline, j'étais très content. Il reste une grande finale face à la Tunisie pour aller chercher la qualification. Oui, oui, ce sera encore une fois un match très difficile, parce que la Tunisie, c'est une très bonne équipe. On a encore vu ça aujourd'hui. Donc, à nous maintenant de se remettre un petit peu de ce match, de bien reposer et être prêt mercredi. Merci, coach.
Merci Henri Akodo. Alors Sébastien, on l'a trouvé plutôt décontracté là, Hugo Bross. Hein. Il est plutôt fier de son coup. Bien sûr, il est fier de son coup. Il sort d'une victoire 4-0. Il y avait je ne veux pas dire des doutes après le premier match, mais des interrogations. Aujourd'hui, comme il l'a dit, il fallait bien écouter. Il a bien étudié l'équipe namibienne et c'est lui donner énormément de respect que de bien l'étudier pour vraiment leur faire mal au niveau là où dans les zones où ils étaient les moins forts. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique du Sud a respecté son statut de favori. Hugo Bross l'a dit, là il était un peu, il faisait quelques blagues, il était à l'aise. Je pense qu'il en avait vraiment besoin et ils vont aborder sereinement ce match contre la Tunisie. L'homme du match, à votre avis, facile? Là, pour le coup, c'est le double buteur. Hein. Honnêtement. Tembo Zwane, évidemment, on l'écoute. Today we needed 3 points. We push ourselves. We push ourselves. We play good football. We create more chances and we try to take our chances. D'occasions et on va continuer sur quelques occasions. Thank you. Merci. Et il faut traduire jusqu'au bout. Sébastien Basson, vous êtes notre expert. Et on voit la joie des Bafana. On va regarder les stats. Elles sont très très parlantes. Belle efficacité de la part des joueurs d'Hugo Bross avec 12 tirs, 8 cadrés et 4 buts. On va pas dire que c'est parfait, mais on est à 50% de 50%. Moi, je suis quand même choqué du nombre de hors-jeu de la Namibie. Il y en a 6 au total. Je pense que ça fait un peu beaucoup, non, pour un match comme ça. Qu'est-ce qui explique cela, du coup? Je sais pas. Les défauts de positionnement peut-être, ou manque de, je sais pas, d'automatisme. Le nombre de ça va vite. Enfin, on n'arrive pas trop à ralentir, à se calmer. On est dans la précipitation. Voilà le mot que je cherchais. Une forme de panique. Je sais pas si c'est une forme de panique, mais plus les buts s'enchaînent et plus on a envie d'essayer d'aller marquer. Mais je sais pas à quel moment ils ont concédé leur hors-jeu. Mais ce que je sais que ça représente quoi, c'est que je vais trop vite. Soit, en fait, la relation entre le passeur et celui qui fait l'appel, elle est pas bonne dans tous les cas. Soit l'attaquant il va trop vite. Il ne regarde pas, il n'arrondit pas son appel, il va tout droit. C'est des choses qu'on apprend en étant plus jeune. Ou soit le passeur a la tête trop baissée, il prend trop de temps et cette relation, elle n'existe pas. Donc après, on se retrouve à être hors jeu. Et quand tu es hors jeu beaucoup, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de liant dans l'équipe. Ouais. Et après, on a vu tous les tirs concédés. Ouais. C'est il manquait vraiment quelque chose. Le caractère, on va dire, d'outsider du premier match, de l'élément de surprise un petit peu, cette folie. Aujourd'hui, on a de quoi vous étudier pour de vrai sur la compétition, comme il l'a bien dit Hugo Bross. On les a étudiés, il ne les a pas étudiés sur les matchs de qualification. Ils ont regardé leur premier match et ils ont décrypté et ils ont appuyé là où ça fait mal. À l'image du dernier but où l'équipe, il y a un dégagement sur une passe, la défense elle est aux abonnés absentes. Ouais. Il y a 40 mètres entre le milieu de terrain et la défense, ça remonte, une balle dans le dos. C'est des choses qui, quand on les regarde bien, qui ne peuvent pas pardonner à ce niveau-là. Et malheureusement aujourd'hui... C'est un écran de fumée ? Personnellement, je pense que pour moi, c'est un écran de fumée dans le sens où ils ont tout donné sur le premier match. On peut toujours, c'est comme les matchs de Coupe de France, les matchs de Cup, il y a ce côté un peu festif, un peu surprise. On s'y attend pas et on surperforme. Pour moi, le premier match, ils ont réussi à surperformer, mais ils n'ont pas... On peut surperformer pendant 1-2 matchs, mais sur toute un tournoi, une compétition comme ça, surtout quand l'équipe que tu vas jouer a besoin de points, ils étaient beaucoup plus focus, ils étaient beaucoup plus tranchants les Sud-Africains, et ça n'a pas pardonné. C'est là où on voit réellement la différence de niveau entre les deux équipes. Et on va voir ce qu'en pense Peter Chaloulili. Il était très attendu, il n'a pas réussi sa prestation. Il est au micro d'Henri Akodo. Hi, Capitaine Chaloulili. Last time we had a top match. Bonsoir, capitaine Chaloulili. La dernière fois, vous avez un match extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une défaite. C'était un match difficile. On leur donne beaucoup de crédit de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et les choses ne sont pas bien passées pour nous. On pensait qu'on pouvait faire quelque chose. On pouvait faire quelque chose aujourd'hui. Tell me about the capacity of Namibia team to win Mali. Quelles sont les possibilités pour l'équipe de Namibie de gagner contre le Mali?
On y croit toujours, on doit faire notre meilleur pour prendre les 3 points. Pour nous, c'est d'être meilleur pour le prochain match. Anthony, on peut être comme ça, up and down, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations? Je pense pas, non. Surtout que les matchs sont difficiles. Là, on a de la chance. On a vu beaucoup de buts sur les 2 derniers jours, mais en général, on a des résultats qui se jouent par un but d'écart. Donc la moindre erreur peut faire toute la différence. Et bon, la Namibie, c'est compliqué. Je les vois mal s'en sortir, honnêtement, pour le dernier match. Surtout qu'il y a de l'enjeu un petit peu partout. C'est le Mali en face. Il y a quand même un gros écart de niveau. Bon, même si j'ai beaucoup de cœur avec les Namibiens qui nous ont fait plaisir contre la Tunisie, là, pour le coup, sur le dernier match, ça va être dur. Allez, on va écouter maintenant Dion Otto. You had an excellent match last time against Tunisia, but today is the disappointment. What's une déception. Yeah, for us as players. Pour nous, les joueurs, it's a disappointment, especially une déception. for our supporters back home. Surtout pour nos supporters à la maison. But yeah, it's not the end of the road. We still have one more game to go with Mali. On a toujours un 3e match contre le Mali. Dig deep into the on doit creuser, Mali aller plus loin. Forget about the result of pour today. Le prochain match et oublier le résultat d'aujourd'hui. C'est une déception pour l'équipe de Namibie. Mali. Contre le Mali. Yeah, it's a disappointment result. 4-0, c'est un résultat décevant. C'est pas ce qu'on voulait. We just need to take the positive that we had in this game. On doit prendre le positif de ce match-là et l'amener pour le prochain match, le dernier match contre le Mali. Merci Henri Akodo, merci Sébastien Basson pour la traduction. Allez, on va rejeter un coup d'œil de nouveau sur le tableau que voici, histoire de l'avoir bien en tête. Le Mali, 4 points, Afrique du Sud, 3 points, égalité avec la Namibie. Et enfin, la Tunisie referme la marche. Vos 2 favoris pour sortir du groupe, Tony? Mali et Afrique du Sud. Pareil. Ouais, j'aurais dit la même chose. Eh ben voilà, c'est plié, c'est même pas la peine de jouer les matchs alors. Non, mais là, on n'a qu'à rentrer chez nous. Non, t'as dit favori, ça veut pas dire que c'est eux qui vont passer. C'est pas eux qui vont passer, non. Évidemment. Allez, on va revenir maintenant. Je pense qu'on a été complet sur cette rencontre et sur ce groupe. On va voir ce qui s'est passé en début d'après-midi. Il y avait un choc du côté de San Pedro entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Et dès le début du match, le Maroc met le pied sur le ballon. Achraf Hakimi est à la réception du corner, plat du pied tranquille. Il n'est pas inquiété malheureusement pour les Congolais par Gaël Kakuta, Anthony. Poor defensive work, dirait-on. Oui, c'est assez compliqué pour les Léopards, malheureusement, dans ce qui est un classique de la Coupe d'Afrique. Je crois que seul l'Égypte et le Nigeria se sont affrontés plus de fois. Donc ici, la VAR qui intervient et qui donne un penalty à Bakambu, a.k.a. Bakagol. Mais malheureusement pour lui, c'est le poteau qu'il va toucher. Et bon, là, les Léopards ont pris un gros coup derrière les oreilles. Sébastien, c'était prévisible, on aura l'occasion d'y revenir. L'attitude de Bakambu n'était pas la bonne. Et puis, les Léopards vont réduire le score par Silas. Enfin, ils vont finir par égaliser surtout. Silas qui remet les 2 équipes à égalité. Ça fait 1 partout, on va dire, Tony, que c'est un résultat qui n'arrange personne. C'est un résultat qui n'arrange personne, mais qui ne défavorise personne non plus, parce qu'il y a toujours ce fameux 3e match qui va arriver et tout le monde va espérer se qualifier sur ce dernier match. Mais il faut quand même le souligner, il y avait beaucoup de tension dans ce match-là, et puis bon... Les 2 équipes n'ont pas pu se livrer totalement. Il y a eu beaucoup de casses au cours de ce match. J'espère qu'elles vont pouvoir se relever de ces différentes blessures, de ces différents chocs pour nous offrir un 3e bon match. Est-ce qu'on a la possibilité de revoir ce qui s'est passé en fin de match entre le Maroc et la République démocratique du Congo? Si on n'est pas prêt, on pourra y revenir tout à l'heure. On est prêt, l'équipe de Martin Guillard. On est en fin de match, les amis. Chancel Bemba et Walid Regragui se serrent la main. Et là... Sébastien, ça s'envenime. Pourquoi, à votre avis? Ça s'envenime tout simplement parce qu'on est dans les émotions. Il y a le match de foot. Personnellement, moi, quand je vois ça, ça ne me choque pas. On a 2 équipes, c'est 2 équipes qui veulent gagner. C'est Walid Regragui qui est un gagnant. Chancel Bemba, capitaine, responsable de son équipe, qui est porte-drapeau, limite. C'est pas le meilleur des exemples non plus, parce que... C'est pas le meilleur des exemples, mais il faut pas en faire... Ça reste un jeu. Non, c'est pas un jeu.
Enfin, entre guillemets, ça reste quand même une compétition, certes, mais c'est bon enfant. C'est bon enfant. En fait, il y a une différence aujourd'hui quand tu veux gagner, quand tu veux être champion, tu vas dans des extrêmes. Et là, aujourd'hui, il y a de la tension. On parle de club, on parle pas de football de club, on parle de pays, on parle de représenter son pays. Aujourd'hui, Walid Regragui, pour le connaître, c'est quelqu'un de très respectueux, Chancel aussi. Mais là, on est dans des émotions qui sont très très fortes. On a joué un match pendant 90 minutes, tout le monde a beaucoup travaillé. Il y a un petit échauffouré. Ce qui choque, c'est l'attroupement, mais il n'y a pas non plus de violence, il n'y a pas grand-chose. C'est juste une explication de texte. Alors, Chancel Mbamba aurait déclaré avoir subi des propos racistes, ce qui aurait, selon lui, justifié son attitude. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. À quel moment c'est des choses assez compliquées. Ça peut être. Alors ça, il l'a dit après en conférence de presse, mais pendant le match, il prétend avoir subi des insultes racistes. Donc ça peut expliquer certaines choses. Tu lis les lèvres de Walid Regragui quand il parle. Il dit regarde-moi. Quand il lui serre la main, il lui dit regarde-moi, regarde-moi. Là, tu peux dire. Là, tu vois, il lui dit regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et là, il parle de. Après, Chancel, il parle de VAR. Donc peut-être qu'il y a une histoire. Quand il l'attrape. C'est peut-être à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on se souvient que Chancel Mbamba, étant capitaine, il a pris la responsabilité aussi d'aller un petit peu négocier avec l'arbitre pour qu'il aille voir la VAR, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, du côté marocain, il a peut-être entendu des choses venues du banc, venues du coach, on ne sait pas. Ah, il y a de fortes... C'est possible, mais encore une fois, cette tension qu'il y a, je ne la vois pas comme... C'est pas négatif, c'est pas spécialement négatif. Oui, mais moi, Chancel Mbamba n'est pas obligé de regarder Walid Regragui quand il lui serre la main. Déjà, le fait qu'il accepte de lui serrer la main, c'est un marque de respect, mais comme il ne le respecte pas. Je suis pas d'accord. Mais bien sûr, il n'est pas obligé. Il lui serre la main, ça va? Si tu me serres la main et tu ne me regardes pas, tu me regardes dans les yeux quand tu me serres la main. Peu importe. À cause du passé? Non. De l'antécédent qu'il y a eu. À partir du moment où, moi je préfère que si tu veux pas me serrer la main, tu ne me serres pas la main. Si tu viens me serrer la main, tu me regardes dans les yeux, parce que là d'où on vient, c'est une marque de respect. On parle de sport, Braxal a dit que c'est un sport, c'est un jeu. Il y a quand même du fair play. Si tu me serres la main, ça c'est une histoire de code et de respect. Tu me regardes. Si tu me regardes pas, moi-même je vais tirer ta main jusqu'à ce que tu me regardes. C'est ce qu'il a fait, Regragui. C'est normal. Aujourd'hui, tu dis que non, tu as dit que Chancel n'est pas obligé de le regarder. Pour moi, Chancel doit le regarder. Non, il le serre la main, il le regarde. Après, s'ils veulent partir chacun de leur côté, ils partent. Mais c'est normal. Après, peu importe les raisons qui font que Chancel il soit énervé, il est énervé, mais le respect veut que tu me regardes dans les yeux. En tout cas, Tony, vous êtes prévenu. Oui, je suis prévenu. Quand vous croisez Sébastien Basson, il faut show some respect, comme on dit chez lui. Mais en plus, il lui tape sur l'épaule. Là, il ne le regarde pas, mais il lui tape sur l'épaule. Ça veut dire que sur le terrain, tout se passe bien, mais je ne te respecte pas parce que tu m'as traité de temps. C'est ça la réaction de Mbamba. Ça, c'est un problème qui est vraiment récurrent, je trouve, et c'est dommage. On a toujours cette séparation entre les nations nord-africaines et les nations d'Afrique subsaharienne, et souvent ça va s'envenimer. Bon, là, les propos ne sont pas complètement avérés. Si à partir du moment où c'est vraiment vérifié, là, on pourra débattre, je pense, sur ce que Walid Regragui a pu dire. Derrière ça, on sait que le public, surtout congolais, sans mal parler de nos amis du Congo, mais ils ont tendance à s'enflammer extrêmement vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les stades là-bas, on parle de beaucoup de violence et ce genre de choses. Non, enfin, Chancel Mbamba joue en Europe. Non, Chancel Mbamba, il joue en Europe. Après, moi, je parle par rapport au public. Après, en Europe, c'est vrai qu'on a des fois, même moi, en tribune de presse, j'entends des choses qui me font hurler. J'ai failli me battre dans une tribune de presse en Belgique, par exemple. C'est parce que vous êtes colérique, Anthony. Un peu colérique aussi, et parce que bon, il y a des propos en tant que journaliste, je trouve qu'on ne peut pas tenir. On est au 21e siècle. Oui, mais en même temps, ne spéculons pas. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit. Donc on va tempérer les choses. Elle a raison. Il ne faut pas spéculer sur ce qu'on a vu par rapport aux images. Si on se juge par rapport à ce qu'on a vu, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Aujourd'hui, l'information que tu nous as donnée. Aujourd'hui, elle n'est pas vérifiée. Non, c'est par rapport aux propos de Chancel Mbamba. Mais par rapport à ce qu'on... On ne sait pas si les propos de Chancel, aujourd'hui en conférence de presse, sont en rapport avec... Mais c'est toujours le même problème. Les joueurs ne veulent pas parler. Donc, ils disent la moitié des choses. Et donc forcément, derrière, ça spécule. Il y a des centaines de journalistes qui sillonnent le pays. Si vous ne dites pas les choses, vous ouvrez la porte à la spéculation. Moi, je préfère que soit tu ne dis rien. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas regarde dans les yeux. Non, mais mais demain, si j'avais dit bonjour à mon père en lui serrant la main, en regardant de l'autre côté,
il m'aurait giflé. Merci tonton, il m'aurait giflé. Même au centre de formation, on nous apprenait que quand tu serres la main à l'entraîneur, bonjour, je te regarde dans les yeux. Donc à partir du moment, peu importe l'état émotionnel dans lequel on est, et on peut comprendre, ils ont poussé, il fait chaud, il y a plein de raisons. Le strict minimum, c'est que je te dis bonjour, même si après je te serre la main et je pars, et là je peux partir. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord et je comprends Walid Regragui. Merci pour vos analyses. Et oui, on aime aussi débattre de ces choses-là. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une embrouille à la fin du match. On tenait à vous la montrer et à tenter de la décrypter. On a spéculé un petit peu, mais tout ce qu'on a dit, il n'y a rien de définitif, à part quand vous croisez Sébastien Bassong, vous lui serrez la main, c'est dans les yeux. Allez, il y avait un autre match. Zambie-Tanzanie, c'était le match de 17h, si je ne m'abuse. Et à la 11e minute, petite surprise, Anthony, c'est la Tanzanie qui ouvre le score par Souva, qui ne laisse aucune chance à Laurence Moulenga. Non, exactement. Et il est vraiment très proche. Il a bien pénétré dans la surface de réparation. La Tanzanie, quand même, qui mène à la marque face à la Zambie. Bon, il y a eu quand même des confrontations assez resserrées entre ces deux équipes. Mais là, vous voyez le 3 contre 2. Tout de suite, le décalage à droite, contrôle, frappe enchaînée. Même si le gardien sort, il ne peut pas vraiment boucher l'angle. Et il en a bien profité. Extérieur, pied droit, le ballon qui va vraiment au ras du poteau. C'est pour moi un très beau but. Et puis en fin de match, l'égalisation des Chipolopoulos. Magnifique coup de tête de Patson Daka. La Zambie qui va rater le coche et la Tanzanie qui est encore en vie. Très très bon coup de tête, Tony. Là, il a jailli avec beaucoup de détermination, Patson Daka. Et il a des abdos solides, hein, parce que pour rester autant de temps en l'air et puis décroiser de cette manière ce coup de tête-là, il faut avoir des abdos solides. Et c'est un très joli coup de tête, un beau but de Patson Daka qu'on attendait depuis et il s'est finalement montré aujourd'hui. Ouais, les abdos, c'est très important. Ça permet d'éviter de se faire chambrer. J'en sais quelque chose. Le classement, ça c'était un petit clin d'œil à ma coprésentatrice. Mais elle avait raison, elle avait raison. Allez, le groupe F avec le Maroc en tête, 4 points la République démocratique du Congo, 2 points, pareil pour la Zambie qui rate vraiment le coche. Ils avaient la possibilité de se mêler avec un peu plus de confort à la lutte. Et la Tanzanie qui est encore en vie. Alors même question que tout à l'heure, il va y avoir le match entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Le Maroc va croiser la Zambie. Vos deux favoris pour sortir de ce groupe? République démocratique du Congo et le Maroc. Tony? Oui, République démocratique du Congo et Zambie. Je vais me jeter à l'eau. Bon, pour les deux premiers, je vois bien le Maroc et la Zambie. Mais la RDC peut passer en tant que meilleur troisième. Moi, je pense que s'ils vont chercher la qualif, ce sera là, parce que dans leur match, c'est pas encore complètement plein. J'ai envie de les voir finir premiers. Ça, c'est mon cœur personnel qui parle. Mais malheureusement, ouais, je les trouve encore un peu courts. Allez, demain sera le premier jour dans la compétition où il y aura 4 matchs au programme. On voit tout de suite les affiches. Oh là là! On a gagné le premier match, on a perdu le second. On va tout mettre en œuvre pour gagner le troisième. Since the first moment, I said we want to win. Não atingimos o objetivo principal agora, que é passar na fase seguinte. There are no weak teams in this tournament, and we have to prepare ourselves for another very tough game. Anthony, quel match retiendra votre attention demain? Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Tant sur le papier, l'enjeu, mais aussi sur le plan footballistique. Parce qu'on a pu assister à la conférence de presse ce matin avec Gasset qui nous a très bien décrit notamment les aptitudes de son équipe et celles de ses adversaires. Et franchement, la Guinée équatoriale, depuis la CAN au Cameroun, je suis vraiment subjugué de la façon dont ils jouent et la façon dont ils arrivent à obtenir des résultats sans être flamboyants. Mais il y a une discipline, il y a une rigueur dans cette équipe que je trouve assez exemplaire. Et la Côte d'Ivoire, donc au dos du mur, sous pression entre guillemets, même si j'ai envie de dire que tous les matchs, les joueurs sont sous pression, qui va devoir quand même tout faire pour aller chercher la qualification. Sébastien? Le même match, mais peut-être pour différentes raisons, parce que pour moi, je mettrais beaucoup plus d'importance sur la Côte d'Ivoire, le pays hôte. On a envie que le pays hôte, je veux dire, aille loin dans la compétition pour tout.
Même moi, parce qu'on est, ouais, même moi. C'est la belle famille. C'est la belle famille. On s'occupe bien de la belle famille quand même. On leur envoie beaucoup d'ondes positives. Et si le pays hôte ne passe pas ce tour-là, je pense que la compétition en prendra un coup parce que voilà, quand ils sont s'ils sont pas qualifiés. Donc pour le bien de tout le monde. Et pour le bien du football. Le bien du football, le bien de la compétition. J'espère que les éléphants, et je regarderai les éléphants d'une manière un peu particulière et je serai sur le match dans tous les cas, donc je n'aurai pas le choix. Et Tony, votre choix? Oui, d'accord pour Côte d'Ivoire, le match de la Côte d'Ivoire, mais il y a le match Ghana-Mozambique aussi qui mérite d'être vu, d'être scruté de près parce que on va peut-être assister à une disparition historique encore du Ghana dès le premier tour, hein, parce que ça fait plusieurs CAN qui ne sont pas performants. Et c'est un match qui mériterait d'être vu aussi. C'est vrai que le match de la Côte d'Ivoire est important, autant que le match du Cameroun le lendemain. Ah, vous faites déjà le match d'après? Oui, parce qu'on a parlé de la belle famille. On va rester sur ce groupe A, puisque c'est celui de la Côte d'Ivoire, le pays hôte évidemment. Il y a le Nigeria, il y a les deux Guinées. Tout reste possible, notamment avec la Guinée équatoriale, la surprenante Guinée équatoriale et son buteur, Emilio Nsue, auteur d'un triplé. On regarde. Si l'attaque équato-guinéenne est aussi redoutable et inébranlable dans cette CAN, la grande partie du mérite revient à Emilio Nsue. Né et formé à Majorque, en Espagne, le joueur de 34 ans, passé par Birmingham City, Middlesbrough FC, la Real Sociedad, est maintenant revenu à sa ville natale, au FC Intercity, modeste club de 3e division. Cette saison, Emilio a déjà marqué 7 buts en 15 matchs. L'Équato-Guinéen a garni de trophées son début de carrière internationale. D'abord, il remporte l'Euro U17 avec l'Espagne en 2007, puis champion d'Europe avec l'Espagne Espoir en 2011. C'est un début doré pour un grand joueur, mais il a eu des problèmes de nationalité pour jouer chez le Nzaland national. En 2013, Emilio Nsue rejoint la sélection de Guinée équatoriale. Fer de lance de l'attaque, il a inscrit son premier but en Coupe d'Afrique à l'édition 2015. L'attaquant équato-guinéen, ici en Côte d'Ivoire, a déjà fait preuve de son réalisme impressionnant. Face à Guinée-Bissau, le meilleur buteur de la sélection a été clinique. Il réalise le premier triplé de cette 34e édition de la CAN et compte désormais 20 buts sous le maillot de Nzaland. La última Copa África hice muy mala Copa África, me fui con una muy mala espina y personalmente estoy muy feliz por el grupo, tenemos un grupo increíble, estoy muy orgulloso de todos mis hermanos y nada, seguir trabajando y personalmente muy contento, mi primer hat-trick y a seguir a ver hasta dónde podemos llegar. Emilio Nsue veut maintenant profiter à fond des prochains matchs qui lui restent à jouer. Un bon résultat face à la Côte d'Ivoire pourrait offrir une belle récompense à tout un pays et son numéro 10 qui joue peut-être là sa dernière grande compétition internationale. Un sujet de Yao Apedo. On va à présent écouter le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, qui s'exprime justement sur Emilio Nsue. Bien sûr, Nsue devant montre l'exemple. Il marque les buts, il défend, il encourage. Mais c'est le bloc équipe et leur manière de défendre. Ils lâchent rien, ils sont malicieux, ils aiment faire des fautes utiles quand ils se sentent pris, sans jamais mériter le carton jaune, mais c'est très malin. Très malin, c'est une équipe qui est en pleine confiance. Qui reste, je crois, sur 13 résultats sans défaite, qui a tenu tête au Nigeria, qui a marqué 4 buts contre la Guinée-Bissau, donc ils sont en pleine confiance. Et oui, il va falloir se méfier de cette équipe. Il y avait un petit peu de soleil à la conférence de presse, Anthony. La Côte d'Ivoire est-elle en danger, les amis, face à cette surprenante équipe de Guinée équatoriale? Elle l'est. Complètement. La réponse est sans doute dans la question. Oui, la réponse est dans la question. Elle est complètement en danger. Mais la Côte d'Ivoire, ça reste quand même une des grandes nations du football ouest-africain. Ça veut encore dire quelque chose, ça?
Je pense que le public s'y attache beaucoup, donc on ne peut pas non plus l'ignorer. Après, bon, la réalité, comme on dit toujours, elle est sur le terrain. Mais quand on voit l'équipe de la Côte d'Ivoire, il y a des joueurs de qualité. Ce matin, dans la conférence de presse de Gasset, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il arrête les journalistes et qu'il dise, écoutez, il n'y a pas que Sébastien Haller, parce que c'est un nom qui revient souvent, mais il y a aussi Adingra, qui est un excellent joueur, qui est créatif, qui est capable de marquer des buts et qui, derrière, peut rapporter quelque chose. Donc, a priori, ils seront dans le groupe. À voir s'ils seront titulaires demain. Il y a Seko Fofana qui a apporté de belles choses. Moi, j'ai aimé Crasso lors du premier match, qui est très spontané. Danger, mais elle n'est pas complètement non plus. Il faut aller chercher le résultat. Et s'ils n'encaissent pas en premier, je pense que ça peut marcher pour eux. Oui, une équipe en danger, oui. En danger parce qu'elle n'a pas eu les résultats escomptés pour lui permettre de ne pas se retrouver dans cette situation. Donc, de facto, elle va jouer contre une autre équipe avec des joueurs professionnels, avec des joueurs qui restent sur un très bon résultat. Donc, bien sûr que ça nivelle les choses. Maintenant, je reste persuadé que, et jouant à domicile, et ayant cette petite pression supplémentaire, on doit pouvoir la tourner en quelque chose de positif. Donc oui, le danger pour nous, mais je pense qu'eux, en interne, aujourd'hui, ils doivent se sentir forts, ils doivent se sentir sûrs de leur force pour pouvoir aller donner la prestation la plus aboutie et tout simplement faire les choses comme elles doivent être faites. Parce qu'aujourd'hui, on est le pays hôte, la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune raison de penser à ne pas passer. Et ça se joue dans la tête. Aujourd'hui, le doute, il ne faut pas qu'il arrive. Ils ont une meilleure équipe, ils sont à domicile. Pour moi, ils doivent faire le travail en tant que professionnels et favoris. Tony. Oui, la Côte d'Ivoire est certes en danger, mais la Côte d'Ivoire a le choix entre gagner ou gagner. Et moi, je m'attends à une réaction de la Côte d'Ivoire à la sud-africaine comme aujourd'hui. Parce que c'est un match en jeu, on a perdu le dernier match, on est devant son public, on est pays organisateur. Elle a les ressources. Elle a les ressources aussi, elle a les joueurs qu'il faut. Et il y a le... Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Redis-le avec le cœur, comme tu l'as dit. Ni poursuivez. Elle a les joueurs qu'il faut, il y aura le public qui sera derrière, il y aura une ambiance monstre au stade. Et je pense que la Côte d'Ivoire est déjà passée par ces situations-là. Et quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain, ils mouilleront le maillot et la Côte d'Ivoire devrait pouvoir gagner ce match ou en tout cas faire le résultat qu'il faut pour se qualifier parce que n'oublions pas que ça dépend aussi de l'autre match qui se jouera à la même heure. En tous les cas, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, c'est demain. Allez, on passe à tout ce qui buzz sur les réseaux sociaux, c'est le béret de la CAN. Bon, si le Cameroun a 2 points et puis il donne... Après, il marque avec la Guinée a 3 points. Si maintenant la Guinée gagne, après ça, le Sénégal vient gagner la Gambie. Si maintenant le Cameroun gagne la Gambie, bon, s'ils essayent de gagner la Gambie, ils vont même gagner la Gambie là. La Côte d'Ivoire, c'est le Canada de l'Afrique. Ouais. C'est le Canada de l'Afrique. Voilà. Il n'y a pas d'ondeur. Ouais. Zo la Côte d'Ivoire. Tu as pris combien? On a dit qu'il faut prendre 1-1. T'as pris 1? 1 seulement. Toi, tu as pris combien? Oui, j'ai pris 3. Oh là là. Et alors? Awa! Où qui est là? Elle complet noir. Mali. Un peuple, un but, une fois. C'est le Mali qui gagne. Tony, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces séquences?
Alors, elle n'est pas très sympa, mais c'est la séquence de Bakambu que on a bien ri, oui, effectivement. On a bien ri, parce que ils ont tout vu, ils ont tout compris. Hein, parce que moi-même, en voyant le match, j'ai été surpris de voir ses doigts trembler quand il posait le ballon. Bon, pour le joueur star, le joueur leader, ça veut dire le poids qu'il avait sur les épaules, ça a retenu mon attention. Sébastien, vous êtes d'accord? La Côte d'Ivoire, c'est le Canada de l'Afrique? Non, je ne sais pas ce que j'ai retenu. Il y a de l'influence, hein, il y a du mentalisme chez Brakissa. On a voulu essayer, mais bon, très grand, c'est un flop. Mais ça n'a pas fonctionné, Ce que j'ai retenu, c'est mon frère camerounais qui pleurait pour le calcul, qui vraiment, ça montrait son désespoir, et vraiment que même dans les calculs, il n'était pas sûr de lui. Mais oui, le Bakambu, ça m'a fait rire un peu. Et enfin, Anthony? Les deux, Bakambu, la calculatrice, c'est génial, parce que si nous-mêmes on essaie de faire le calcul là maintenant tout de suite, on va y passer un moment, je pense. Et puis la bénédiction sur l'écran de la télévision, oui. Ça montre bien que c'est le peuple africain qui vit la CAN, chacun à sa manière, que ce soit chez soi, dans les fan zones ou même au stade. Et non, c'est tout simplement merveilleux, c'est une identité qu'il faut conserver. Absolument, et merci. Toi, David? Mais moi je ne joue pas. Tu ne joues pas? On ne joue pas, on n'a pas le droit. Vous avez pas le droit? Vous jouez un petit peu. Tu joues demain, non? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je crois qu'on a compris. Les amis, merci d'avoir passé ce moment avec nous, et puis merci à vous, même si c'est l'heure de se dire au revoir. Merci d'être avec nous tous les jours. Nous, on est là à votre service pour vous servir votre CAN quotidienne, et ça nous fait plaisir. On sait qu'on ne fait pas ça pour rien. Un petit clin d'œil avant qu'on s'arrête, un petit clin d'œil spécial à ceux qui œuvrent en amont pour qu'on soit dans les meilleures conditions, que ce soit ici à Abidjan, dans nos studios, dans les stades, à travers le pays. L'équipe, ils vont se reconnaître: Sofia Kurkubik, Maris Borgetto, Nathan Bastard, Clément Badjoin, Crespo. Tout ça sous la houlette du maestro Michael Viviani. On vous dit à demain et on se quitte avec les meilleurs moments de la journée. Il y en a eu beaucoup. À demain, ciao.